Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais laisser un petit temps pour le direct, que tout le monde puisse arriver à son aise, ainsi que mon invité du jour. Je suis vraiment contente de pouvoir échanger. Ah ben, Isis est déjà présente. Hop là, je vais l'accepter ici. Et voilà, ça se connecte. Salut! Bonjour Isis, comment vas-tu? Super, super. Contente d'être là. Oui, ah, c'est chouette. Moi, je suis toujours ravie de faire un live, de pouvoir échanger aussi avec d'autres personnes. Et puis avec toi, ça a été aussi un appel du cœur. Bon, maintenant, je dis souvent appel du cœur parce que du coup, je commence à avoir des connexions un peu partout, mais ça a été vraiment un élan de vouloir te contacter, tu vois. Yes. Ben, merci pour l'invitation à parler dans ce live. Avec grand plaisir, du coup. Mais en tout cas, s'il y a des personnes qui nous rejoignent, qui vont suivre le direct, parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder après ou qui vont un petit peu, enfin voilà, passer, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, voilà. On va essayer de faire attention à ce qui se dit en dessous. Euh, ben, du coup, pour un petit peu introduire ici, bon, j'ai pris quelques notes, mais je vais essayer de rester fidèle à mon feeling. En fait, moi, je t'ai connue parce que je recherchais des informations sur le design humain et je suis tombée sur ton blog. Donc comme quoi, enfin voilà, on peut vraiment tomber par hasard comme ça sur des blogs et où on ressent vraiment la connexion. Et du coup, c'est vrai qu'en discutant avec toi un petit peu après, enfin moi, ce qui m'a étonnée et où ça m'a fait vraiment plaisir, c'est de voir que tu parles en fait de plusieurs choses et donc du multipotentiel et autant dans l'entrepreneuriat, donc moi le chemin que je fais maintenant vers moi. Autant tu t'as parlé aussi d'épanouissement en tant que célibataire. Enfin voilà, il y a eu tout un chemin, donc on va parler de tout ça. Et je pense que même le multipotentiel, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus en fait. Donc comme quoi on peut vraiment s'épanouir aussi, je pense, en faisant plusieurs choses. On casse un petit peu des codes hein, maintenant. Ouais. Euh, ben on va parler en grande partie pour ce live des injonctions de la société justement parce que quand je dis on va déconstruire quelques codes, je pense que c'est ça qui est super important. Euh, on va parler principalement de la phase célibataire, le regard sur soi par rapport aux injonctions. Et j'ai un truc dans l'œil, sorry. Et du coup, qu'on a remarqué un petit peu Isis en discutant pour préparer le live, c'était qu'il y avait une injonction qui était très très forte par rapport au prince et à la princesse. Et aujourd'hui, en fait, je pense que quand on voit les dessins animés et un petit peu le, le couple idéal, en fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus du tout à jour. Et ça nous a quand même un peu tous amenés vers une fausse réalité. Autant des gens qui ont été dans des relations toxiques, parce que moi, je crois que ça m'a vraiment amené vers une relation toxique. Autant toi, tu parles de pouvoir s'épanouir justement quand on est célibataire. Est-ce que tu peux un peu, tu vas développer la vision que tu as par rapport à ça, ce que tu as un peu fait passer comme message dans les podcasts, etc. Ouais. Alors moi, c'est pas forcément que l'image du prince et de la princesse. C'était de façon plus générale un peu l'image peut-être romancée des relations et le fait que c'est un peu présent partout. Donc effectivement, quand on est petit dans les dessins animés, t'as toujours un peu des histoires d'amour de prince et de princesse, mais après quand tu grandis, c'est un peu dans tous les films que tu regardes, il y a toujours plus ou moins une romance quelque part. Ça peut être je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu présent partout. Peut-être les publicités qu'on voit dans la rue, ou voilà, je sais pas, on parle de la Saint-Valentin. Il y a toujours un peu cette référence au fait de tomber amoureux, au fait d'être en couple. Et puis après, on va dire quand on pense à notre parcours de vie, on a un peu des idées de ce qui est censé arriver dans notre vie. Donc, on a peut-être trouvé un boulot, ça paraît évident, mais on a aussi trouvé un partenaire de vie
peut-être avec qui se marier, peut-être avec qui avoir des enfants. Parfois, il y a aussi le côté pouvoir acheter son appartement. Enfin voilà, il y a un peu je trouve des idées générales de ce qui est censé arriver dans notre vie. Et moi, je dirais que cette injonction au couple, donc vraiment, c'est pas que la romance, mais c'est le couple et le fait de tomber amoureux. Moi, j'ai commencé à un peu en souffrir, on va dire, dès l'âge de 15 ans, donc à l'entrée au lycée, en gros, parce que j'avais l'impression que c'était l'âge auquel il fallait avoir une relation. Première relation amoureuse qui allait sûrement amener à la première relation sexuelle. Donc, je mettais beaucoup d'enjeux là-dessus à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, moi, dans la suite de ma vie, c'est que finalement, au lycée, j'ai jamais trouvé cette personne de qui tomber amoureuse, avec qui être et avec qui avoir ma première relation sexuelle. Donc, j'ai dû me débrouiller autrement. Et plus tard, quand j'étais plus dans les débuts de la vingtaine, plutôt étudiante, j'avais un peu différentes phases, c'est-à-dire que j'oscillais entre des moments où j'étais un peu désespérée de pas réussir à être en couple, de pas réussir à trouver quelqu'un, etc. Et des phases où je me disais qu'en fait, c'était pas du tout ce que je voulais parce que j'avais un peu ce désir de quantité plus que de qualité, donc j'étais plus en train de profiter de ma vie, de beaucoup sortir et avoir beaucoup d'aventures, ce qui m'épanouissait à ce moment-là. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y avait toujours ce truc qui revenait, qui me disait ouais, mais à un moment, il va bien falloir que tu aies une relation durable et de couple, une relation sérieuse. Et plus j'ai avancé dans les années, donc aujourd'hui j'ai 30 ans, mais quand j'ai avancé, je dirais vers mes 24-25 ans, je pense que c'est là que j'ai commencé à avoir une pensée qui était c'est pas normal de pas avoir eu de relation de couple à ce stade. Et quand je faisais des dates avec des personnes via les applications de rencontres, ça m'est arrivé, bon, ça m'est peut-être arrivé une fois, mais qu'on me demande c'était quand ta dernière relation ou c'était quoi tes précédentes relations. Et j'avais super peur de cette question parce que je savais pas du tout comment répondre, parce que je savais pas du tout comment expliquer que j'en avais pas eu. Et je me sentais honteuse de pas avoir eu ces relations-là. Donc, j'ai eu vraiment dans ma vingtaine plus j'ai avancé, plus j'ai commencé à être en souffrance d'être célibataire, pas parce que je me sentais seule, mais parce que je me disais que c'était pas normal et que du coup je mettais de l'enjeu là-dessus. Je me disais il faut que je trouve quelqu'un et du coup ça rentrait dans quelque chose d'un peu désespéré et plus on rentre là-dedans, moins ça marche en fait parce que du coup on peut pas se mettre en couple pour les bonnes raisons. J'ai saboté des débuts de relation parce que j'étais fixée sur l'objectif qu'il fallait qu'avec cette personne j'arrive au couple, donc je passais pas par la phase naturelle de on apprend à se connaître et puis on verra si ça se passe bien. J'étais tout de suite, dès qu'il y avait un petit hameçon, je me disais ok c'est maintenant, faut y aller. Mais à chaque fois ça marchait pas au final parce que du coup je me précipitais trop, j'étais trop impatiente de ça. Et puis je dirais qu'il y a eu un moment clé en 2018, donc j'avais 27 ans, où bon j'ai rencontré quelqu'un. Et tout de suite, je suis partie dans je sais pas si c'est ça qu'on appelle l'emballement amoureux. J'étais pas amoureuse, mais c'était quelqu'un qui me plaisait beaucoup. Ça a duré 10 jours, hein. Mais justement, il y a eu 10 jours d'échange. Je me disais, ouais, il a l'air super intéressé. J'étais trop contente et tout. Et en fait, finalement, il a fini par me ghoster et plus être là. Et ça en fait, ce qui m'a choquée, c'est à quel point j'ai été affectée par ça. Je me suis dit, c'est pas normal d'être autant affectée par quelqu'un que je connais à peine depuis 10 jours et qui a, à part des messages et des petits cœurs, qui a rien montré vraiment d'une envie de créer quelque chose avec moi. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, bon, j'en ai marre, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose à changer. Il y a un problème dans ma vie sentimentale et le problème, c'est pas forcément que j'ai pas eu de relation, c'est il y a un problème peut-être interne dans ma vision des choses, etc. Et donc là, j'ai commencé à consommer beaucoup de contenu, de coachs sentimentaux de tous les pays, beaucoup de vidéos et à beaucoup me poser de questions sur comment sortir de cette souffrance et aborder les relations autrement. Et ça, c'est peut-être la deuxième partie, peut-être te laisser rebondir là-dessus avant de partir là-dedans. Ouais, mais du coup, ce que je me demande, c'est dans ce que tu consommais, là, c'était pour déjà se sentir épanoui célibataire ou pour continuer à essayer de trouver la relation, tu vois, qui va convenir? Alors là, c'était comprendre quel est le problème.
Donc, j'essaie de D'accord. comprendre Une pourquoi. introspection pour vraiment voir. Ouais, ok. Je me disais, en fait, des contenus pour trouver l'amour, ça, j'en avais déjà consommé avant. Et j'avais déjà Ok. essayé la méthode et ça m'avait pas amené à plus de résultats. Donc là, j'étais plus dans, OK, il y a un problème, mais je sais pas ce que c'est, il faut que je mette le doigt dessus. Et finalement, en commençant ça, bah ça m'a amené vers plusieurs autres choses, on va dire. Ok, et ce qui me fait penser quand tu dis ça, la petite note, c'est que évidemment, c'est parce que pour toi, à ce moment-là, c'était une souffrance. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui n'est pas en souffrance et qui est célibataire et qui est juste bien comme ça, évidemment, il n'y a aucun souci. Donc là, on parle vraiment de d'introspecter, enfin, revenir à chaque fois à soi. On dit, tiens, ok, à ce moment-là, je suis en souffrance, donc autant dans la manière dont toi, tu as vécu les choses, autant moi, je parle beaucoup des relations toxiques parce qu'on va de liane en liane, quoi. Tu vois, on va vraiment d'une relation à l'autre par la dépendance, etc. Donc, c'est ça que je trouve super important, en fait, dans notre échange, tu vois, d'aller voir un petit peu des deux côtés et quand est-ce qu'on est en souffrance, en fait, avec ce qu'on vit pour pouvoir aller plus loin, quoi. Et, Alors, peut-être, ouais. oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, dis-moi. Peut-être juste un point là-dessus. Moi, dans mon parcours justement de relation, on va dire, euh, il y a des fois où j'aurais eu l'opportunité de rentrer dans une relation parce que l'autre personne en avait envie. Et finalement, c'est moi qui ai refusé parce que je pense que j'étais quand même connectée à une forme d'intuition où je me disais, je sens que ce que je vais obtenir avec ça, ça va pas être mieux que quand je suis toute seule. Ça m'est Ouais. arrivé, la personne me plaisait pas assez pour avoir envie d'être qu'à elle, entre guillemets, et même d'avoir une relation plus que charnelle, on va dire. Ou alors la personne, justement, je la pressentais toxique. Il y avait des choses qui faisaient que je me sentais à la fois j'avais une relation plus ou moins avec elle et à la fois je me sentais pas bien et je me disais non, je sens que ça va me causer des problèmes tout ça, vaut mieux que je reste toute Mhm. seule. Et puis après, il y a eu ces phases où, pareil, j'ai eu l'opportunité, mais j'ai préféré choisir la quantité et dire au revoir à une personne, ce que j'ai un peu regretté par la suite, parce que c'était quand même une personne intéressante, mais c'était comme ça, à ce moment-là, c'était comme ça. Donc c'est vrai que moi, je considère que je suis pas rentrée dans des relations toxiques parce que j'ai mis le frein tout de suite, mais du coup, mon problème, il était ailleurs. Il y avait quand même quelque chose de pas sain Ok. dans ma vision de, Mhm. de comment on rentre en relation, peut-être, ou des relations tout court. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis là. J'ai envie de creuser un petit peu. Est-ce que tu te souviens justement comment est-ce que tu te sentais dans cette période où tu te dis ah ok non je vais mettre directement fin à ce début de relation. Alors j'imagine que c'est surtout pour le deuxième, parce que bon, celui qui me plaisait pas, bon, je pense que ça tout le monde l'a peut-être ressenti. T'avais On pas a l'attirance et donc voilà ouais c'est ça. envie d'aller dans une relation sentimentale avec quelqu'un qui ne me plaît pas assez. Pour l'autre personne qui était toxique, donc c'était quelqu'un que je côtoyais dans le milieu professionnel, qui avait mon âge et du coup, enfin, on était tout un groupe et on sortait souvent, donc on se côtoyait dans le milieu pro et en dehors à faire la fête ensemble et tout. Et en fait, c'était avec l'alcool. Je trouve que l'alcool parfois révèle nos sentiments profonds intérieurs. Donc, si on est profondément triste, on peut se mettre à avoir l'alcool triste. Si on est profondément en colère, on peut se mettre à être violent. Et cette personne, je la sentais un peu dépressive et très. Je sentais que elle venait pas à moi que pour moi, mais parce qu'elle avait un besoin qu'on s'occupe d'elle et enfin de lui en l'occurrence. Mais Ouais. et du coup, je me sentais, je dirais que c'était une forme de malaise ou de d'anxiété peut-être. Ça me rendait anxieuse Mhm. ce comportement qui venait comme ça vers moi et en plus il y avait un peu il me faisait me culpabiliser quand il était alcoolisé. À se mettre en plein milieu de la route, en plein Paris, alors qu'il y a des voitures qui arrivent et à dire si enfin personne veut de moi et puis si tu veux pas de Mhm. moi, mais la vie elle sert à rien, tu vois ce genre de comportement et où du coup je devais venir le tirer de la route, lui dire arrête de faire des conneries. Le sauver ouais le sauver quoi ouais. Voilà. Mhm. Et c'est quelqu'un qui avait voilà peut-être besoin d'être sauvé, mais j'avais je pense pas envie d'être une sauveuse, j'avais envie qu'on m'aime, pas d'être une sauveuse. Ouais ouais Donc, ouais. donc voilà. Après, bon, il y a toujours cette question est-ce que euh, est-ce que ça aurait quand même pu donner une relation? Est-ce que c'était un a priori? Mais je me suis fiée à ce que je voyais dans ces moments-là. Je me suis dit que c'était quand même représentatif. C'est aussi quelqu'un que j'ai vu tromper sa copine
quand il en a eu une. Donc il y avait aussi ça, c'est-à-dire que je me disais s'il le fait à elle, il peut le faire à moi et c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre. Donc j'ai pas confiance quelque part, j'ai peur. Donc c'était un peu tout ça, les émotions négatives qu'il y avait et qui ont fait que j'ai pas voulu y aller. Et est-ce que on peut traduire que toi, tu avais quand même confiance en toi à ce moment-là, de justement t'écouter sur ces points, sur cette anxiété qui te disait un petit peu non, je n'y vais pas. Toi, enfin voilà, tu sentais quand même une confiance en toi par rapport à tout ça. Oui, je pense qu'il y avait bizarrement cette intuition, elle était plus forte que mon envie d'être en couple. Ouais, ok, ouais. Je pense que c'est un instinct de survie, un peu d'une certaine façon. Et après, je pense que j'avais confiance en ça parce que c'est quelque chose que j'ai plus travaillé dans le milieu professionnel. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes choses, mais c'était dans le milieu professionnel, j'ai beaucoup essayé d'entendre à l'intérieur de moi. OK, quand j'ai eu telle expérience, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, où est-ce que je me suis sentie à l'aise, où est-ce que je me suis pas sentie à l'aise. Donc, c'est comme ça que je pense que j'ai appris à écouter ces messages intérieurs et du coup, je l'ai peut-être juste appliqué derrière à cette situation précise. Et, ouais, j'ai décidé de faire confiance à ça. Mhm. Eh ben justement, on peut un petit peu du coup décaler sur le professionnel parce que allez autant enfin voilà je parle des relations de couple beaucoup autour de ça, autant je trouve que c'est important des fois d'amener aussi d'autres clés, d'autres choses, tout ce qui est en connexion avec soi-même et dont le travail ça prend une énorme place dans notre vie et c'est ça qui est intéressant je trouve qu'on en discute aussi quand on parle d'épanouissement. Donc toi, évidemment, tu nous expliques aussi ton parcours, ton chemin vers tout ça. Et, euh, et je trouve autant quand on est en couple, le travail, ça peut des fois être aussi ben, une manière de... Enfin, ça peut pour tout le monde être une manière de s'épanouir, même si tout le monde n'a pas le même type de travail. Et donc autant quand on est en couple ou célibataire, enfin dans les deux cas, ça vient quand même nous toucher à une profondeur quand même, je trouve, en nous. Dans un, on appelle ça un domaine de vie. Du coup, il y a le domaine de vie familial, il y a le travail, etc. Euh, donc j'ai un petit peu envie d'approfondir avec ça et donc que tu fasses la suite de ton expérience, la suite de l'histoire sur ce sujet-là. Ouais. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que ces domaines de vie, enfin, on est une seule personne qui vit ces différentes expériences dans des domaines de vie, mais du coup c'est perméable. C'est-à-dire que pour moi, ce qui se passe dans la vie sentimentale, on va pas. Il y a peut-être des gens qui arrivent, mais la majorité des gens, on va pas l'oublier complètement quand on est au boulot. C'est quelque chose qui peut nous empêcher de réussir à réfléchir, de nous concentrer. On peut juste pas se sentir bien et pas avoir envie d'être là au boulot alors on aimerait gérer ça. Ou alors, parfois, peut-être qu'on peut, parce qu'on n'a pas trop le choix et qu'on doit bosser, complètement l'enfouir, mais ça va forcément ressortir d'une manière ou d'une autre, peut-être d'ailleurs par du symptomatique, des maladies, etc. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on est profondément malheureux dans son travail, bah profondément malheureux, c'est une émotion. L'émotion, elle est là, elle est en nous. Donc après, quand on arrive dans sa vie sentimentale, dans notre vie au global, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas épanoui au global. C'est toujours là. Ouais. Voilà. Ça Et nous si on n'est suit, hein, de pas toute façon. épanoui soi, bah, donc si on est célibataire, du coup, je pense que ça crée beaucoup de sentiments de solitude, de se dire en fait, je me sens pas nourrie, je me sens pas comblée, et peut-être du coup d'avoir cette tendance à aller chercher quelqu'un pour combler ça, ce qui n'est pas la solution. Soit, j'imagine, quand on est en couple, bah, ça peut venir, ça peut ressortir par de l'anxiété ou d'une façon de parler à l'autre, peut-être désagréable, parce que nous, on se sent pas bien. Et donc, enfin, j'imagine, parce que du coup, j'ai pas été dans cette situation. Mais et donc, peut-être je vais faire le lien avec une des choses que j'ai faites pour me sentir, pour sortir de ma souffrance de célibataire qui concernait le travail. J'en aurais peut-être d'autres à donner, mais on les donnera peut-être après. Commencer par celui-là. Donc, quand j'ai entamé ce travail pour, en tant que célibataire, arrêter de souffrir, en fait, disons que avant 2018, je me disais que pour arrêter de souffrir, il fallait que je trouve l'amour. Et en 2018, j'ai changé ma perspective. Je me suis dit non, il faut que j'arrête de souffrir et qu'après je trouve l'amour. Totalement, oui.
Et donc, en consommant tous ces contenus de coachs sentimentaux, etc., il y en avait un que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Mark Rosenfeld, qui est australien. Je l'aimais beaucoup parce que j'aimais bien sa façon de parler, la façon dont il structurait ses vidéos et sa façon de penser. Et il se trouve qu'il sortait son livre. Et en plus, au début, il le faisait à 1 euro pendant le lancement. Donc, j'ai pas hésité. Je l'ai téléchargé sur mon Kindle. J'ai commencé à le lire et le livre, en gros, c'était pour, en gros, réussir à trouver l'amour dans le monde moderne. Et toute la première partie de son livre, c'est pas du tout trouver l'amour, c'est beaucoup de travail sur soi. Donc, c'était du travail sur les croyances. Mais en gros, moi, je me suis arrêtée au chapitre qui disait il faut que tu commences par avoir une vie que tu trouves géniale, qui te nourrit, que vraiment tu es bien avec cette vie. Donc, pose-toi la question, est-ce qu'elle est déjà géniale? Si elle n'est pas géniale, commence par changer ça. Et moi, quand j'ai lu le livre, à mon grand désarroi, je me suis dit, bon, ma vie, elle est pas assez géniale, elle me nourrit pas suffisamment. Pourtant, j'étais déjà entrepreneur, j'étais déjà en plus sur la thématique de l'épanouissement professionnel, mais il manquait trop de choses encore. Et donc, la première chose que j'ai voulu changer, justement, c'est mon épanouissement professionnel. Donc, j'étais déjà en chemin, j'étais déjà passée de salarié à entrepreneur et j'avais beaucoup plus de liberté, d'être mon propre patron, d'organiser mon temps comme je veux, de travailler d'où je veux. Donc, tout ça, ça me convenait déjà. Mais bon, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais à partir de ma 2e année d'entrepreneuriat, je me suis peut-être un peu perdue, c'est-à-dire que j'ai commencé à rentrer dans il faut que je gagne de l'argent, donc il faut que je trouve les idées qui vont faire que j'ai des clients, en gros. Et en faisant ça, je me suis un peu déconnectée de ce qui m'avait animée au début, de la mission qui était naturelle pour moi, et je suis partie dans autre chose. Et à ce moment-là, j'étais un peu dans un épuisement mental, et j'étais pas profondément épanouie avec ce que je faisais professionnellement. Donc tout 2019, et même encore par la suite, en 2020 et tout, j'ai vraiment entrepris de trouver à cet endroit-là pourquoi j'étais pas profondément épanouie avec cette activité et d'essayer de trouver la solution. Donc après, j'ai beaucoup tâtonné. Je peux pas dire que je suis arrivée à un état où c'était le cas, mais en fait, c'est pas grave parce que je pense que ce qui importe, c'est le chemin. Parce que dans ce chemin, tu apprends plein de choses sur toi, tu arrives à repérer des choses que tu aimes, tu arrives à comprendre pourquoi tel truc, ça t'allait pas. Donc après, tu fais des nouveaux tests. Bon, c'est toujours pas ça, tu continues, mais petit à petit, tu gagnes un peu du terrain et petit à petit, mon épanouissement, il revenait en fait dans ma vie professionnelle. J'ai changé vraiment d'un état émotionnel super bas à un état émotionnel normal avec des hauts et des bas, mais pas profond. Tu vois. Donc voilà, ça c'était le travail que j'ai fait sur la vie pro, et j'ai fait ce travail-là d'abord parce que la vie professionnelle, pour moi, c'est ce qui représente le plus de notre temps, surtout en tant que salarié, mais en tant qu'entrepreneur, comme j'avais le désir mon travail, c'était un truc que j'aimais faire, donc j'avais envie d'y passer du temps dans l'idée, donc ça me prenait du temps dans ma journée, et donc c'était le gros bloc à changer en premier. Il y a plusieurs choses que tu as dit sur lesquelles je me suis dit j'aimerais bien réagir, et en même temps je voulais continuer à t'écouter. Tu vois, cette notion justement de se dire ok, on va d'abord s'épanouir seul. En fait, tu seras sûrement d'accord, mais je trouve que ça peut être nuancé parce que là c'est vrai que ça fait totalement sens, il y a une part de vérité. Et en même temps, ce que je disais dans le dernier live avec Nicolas, parce qu'on parlait de communication de couple, en fait c'est que tout peut faire effet miroir, entre guillemets, et que du coup, il y a des parts de nous qui vont quand même émerger quand on est en couple, mais il y en a qui émergent quand on est célibataire, puis il y en a qui vont émerger quand on est entrepreneur, puis quand on a des enfants, etc. Donc c'est vrai que, à nouveau, c'est pas pour dire, voilà, il faut suivre une manière de faire, il faut atteindre un état pour pouvoir être en couple, mais je le répète pour les gens qui nous regardent, mais effectivement, je sais pas ce que tu en penses, mais effectivement, ça fait totalement sens ce que tu expliques. Mais tu as complètement raison de souligner ça parce qu'effectivement, moi, un truc qui me saoulait, c'est quand tout le monde me disait il faut que tu sois d'abord bien avec toi-même avant de trouver quelqu'un. Et quand je regardais autour de moi, je me disais mais attends, de toutes les personnes que je connais, je suis celle qui se connaît le mieux, qui se respecte le mieux, notamment dans le milieu professionnel. Donc, c'est bon, en fait, je suis déjà à des stades bien plus avancés que des personnes qui sont de mon entourage qui sont en couple. Donc, arrêtez de me dire ça, ça me saoule, tu vois. Mais
Et je considère en fait, je considère que être bien avec soi-même, c'est le travail d'une vie, et qu'en fait, on est des êtres en perpétuelle évolution, et en plus, on fonctionne par cycle, par vague. Donc, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. Il y a toujours un truc à faire, en fait. Il y a toujours un truc où il faut qu'on s'occupe de ses émotions. Donc, on n'a jamais fini, et puis on n'a jamais fini d'apprendre à se connaître, à mon sens. Donc, si on attend d'être dans ce moment-là pour être en couple, bah en fait c'est une fois qu'on est mort, enfin et encore, tu vois. Donc effectivement, je suis d'accord avec le fait qu'il faut pas, le but c'est pas de se dire faut absolument que je sois 100% bien avec moi-même avant de trouver quelqu'un. Mais je pense que la démarche c'est plus pareil, je trouve qu'il y a un côté sur s'écouter un peu plus tard, tu vois, après ce travail-là un peu plus tard, je me sentais déjà bien et pourtant j'étais toujours pas en relation. Et je me disais, mais il y a une part de moi qui se sent pas prête. Je sais pas ce que c'est. Oh, bon, j'avais discuté avec une amie, enfin une personne que je connais, qui m'avait raconté comment elle était d'ailleurs, je crois, sortie d'une relation toxique. Et puis à un moment, elle avait fait tout un nettoyage énergétique, émotionnel, etc. Puis genre 2 semaines après, elle a rencontré son nouveau copain avec qui ça se passait super bien. Elle était avec lui depuis plusieurs mois, etc. Et j'ai voulu lui faire formuler, à ton avis, ça a été quoi le truc qui a fait que derrière, tu as pu rencontrer cette personne, que tu as pu l'attirer d'une certaine façon. Et elle m'a dit, bah, c'est à un moment, j'ai senti que j'étais prête. Et elle, il lui a pas fallu super longtemps, hein, malgré tout ce nettoyage et tout. Je crois que ça lui a mis 2 mois entre ces deux relations. Et en 2 mois, elle s'est sentie, c'est bon, elle s'était débarrassée de l'ancien et elle se sentait prête à accueillir quelque chose de nouveau. Et quand elle m'a dit ça, moi j'ai senti que moi je me sentais pas prête et je savais pas pourquoi. Mais c'était une raison personnelle de pas absolument aller sur les applis chercher quelqu'un parce que je veux une relation. C'était en fait, ça sert à rien que je fasse ça parce que de toute façon je suis pas prête. Donc même s'il y a quelqu'un qui arrive, il y a un truc qui va bloquer, ça va pas marcher. Donc c'était plus, je trouve, cette écoute de soi et ce regard vers soi, de se dire de quoi est-ce que je sens que j'ai besoin aujourd'hui. Et donc bah un coup ça a été, je sens que j'ai besoin de me concentrer sur moi, j'ai besoin d'être bien dans ma vie pro et j'arrive pas à gérer les deux trucs en même temps, donc je vais faire que ça. Mais c'est un choix, tu vois, c'était pas une injonction, c'était j'arriverai pas à faire les deux en même temps, donc on va faire que le premier. Et voilà, et le deuxième c'était bon bah de toute façon je suis pas prête, donc peut-être qu'il faut du temps, peut-être qu'il me faut autre chose. Et effectivement je sais pas, peut-être 6 mois après, comme ça, sortie de nulle part, d'un coup, je me suis dit, je me sens prête. Et j'ai rencontré quelqu'un 2 semaines après. Ah ouais, c'est vrai. Ah génial. Ouais, enfin, Trop bien. Je suis pas en couple avec cette personne. Non, mais c'est pour expliquer vraiment le. Ouais. Mais ça a quand même été une relation, une belle relation quand même. Donc il s'est passé un peu le même système, tu vois. Alors, est-ce que je peux surtout résumer ça au fait évidemment de s'écouter, mais allez, quel sera, on peut dire, un petit peu le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui dit, ben en fait voilà, moi j'ai vécu des relations toxiques, enfin j'ai jamais trouvé le truc vraiment qui fonctionnait, et du coup je suis célibataire mais je me sens vraiment pas heureuse en fait. J'ai l'impression que c'est effectivement le couple qui me rendrait heureuse. Enfin, je dis heureuse, ça peut être pour un homme, mais enfin, voilà. Pour moi, il y a plusieurs points. Il n'y a pas une seule réponse. Je pense qu'il faut travailler les différents points. Attends, je les ai notés. Donc, un des points qui a été les plus importants pour moi, j'ai une copine avec qui je parlais de ces choses-là et qui me disait, mais qu'est-ce que tu recherches dans le couple? Quel besoin est-ce que tu veux chercher à combler? Et donc, j'ai essayé, je me suis posé cette question, j'ai fait une petite introspection pour me poser cette question. Et ensuite, elle m'a dit, une fois que tu as identifié ça, regarde comment tu pourrais combler ces besoins toi-même, sans une aide extérieure. Enfin, sans un partenaire. Et du coup, ça demande un peu de créativité et d'imagination parce que, bon, typiquement, les trucs qu'on voit vraiment pas comment on pourrait remplacer, c'est le contact charnel entre deux êtres humains, que ce soit un câlin, que ce soit la sexualité. Mais même pour ça, j'ai trouvé des substituts. Ça ne se vaut pas, mais ça comble un tout petit peu. Et donc, typiquement, je me suis acheté un énorme nounours. Je le voulais beaucoup.
parce que je voulais vraiment pouvoir avoir la sensation de mettre mes bras autour et de pouvoir serrer, en fait. Alors qu'avec une petite peluche, tu peux pas, t'es comme ça marche pas. Il fallait que ce soit aussi gros qu'un être humain, tu vois. J'aime bien cette idée, ouais, c'est génial. Et du coup, j'ai acheté ce nounours et pendant un certain temps, je le mettais à côté de moi sur le canapé, je mettais ma tête contre son épaule, je lui entourais les épaules comme ça, je le serrais contre moi, je lui faisais des gros câlins, je le posais sur mon lit et je m'allongeais sur lui et je lui faisais un câlin comme ça. Et en fait, tu sais très bien que c'est pas un être humain et ça n'a rien à voir, le truc il est inerte, c'est une peluche, mais quelque part, tu retrouves la sensation de serrer quelque chose, de serrer quelqu'un, la douceur, en plus c'est encore plus doux qu'un être humain, une peluche, donc tu vois, t'as pas la même chose, mais t'as quelque chose de Non, mais cool. t'as mis en conscience des sens, en fait. Tu vois, c'est ça que j'entends par là. Et ça, c'est hyper important. Et ça permet de sortir de une forme d'état d'esprit de manque où tu te dis, il n'y a qu'un seul moyen de l'obtenir, c'est d'avoir quelqu'un d'autre. Donc tu cherches à des sensations effectivement physiques comme ça. Et après, bon, je vais pas rentrer dans les détails de la sexualité, mais on voit très bien ce qu'on peut imaginer. Mais il y a plein de trucs avec le tantra et tout ça. Enfin, il y a plein de solutions. Chacun doit trouver ce qui lui convient, quoi. Voilà, disons qu'une des solutions, ça peut être les sextoys, ça peut être aussi d'autres solutions, je sais pas, mais en tout cas, ça peut en être une. Et donc, c'est pas du tout la même chose qu'avec un autre être humain, mais c'est quand même une sensation qui s'en rapproche. Donc voilà, des choses comme ça. Mais après, les besoins, c'est pas que physique. Parfois, le besoin, c'était le besoin d'être aimé. Et ça aussi, on se dit, bah, je peux pas l'avoir autrement qu'avec quelqu'un qui m'aime. Et donc là, on est dans toute la thématique de l'amour de soi. Et moi, la phrase que j'adorais, c'était tomber amoureuse de moi-même. Et là, c'était une autre mission. C'était, faut que je tombe amoureuse de moi-même. Et donc, de la même façon qu'on pense aux éléments qui font qu'on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, il y a l'apparence physique. Donc, c'est, est-ce que j'aime mon apparence physique? C'est pas que la changer. Par exemple, si on se trouve trop grosse, c'est pas forcément perdre du poids. C'est peut-être accepter qu'en fait, c'est son poids de forme et que qu'on fasse des régimes ou qu'on n'en fasse pas, on revient toujours à ce poids-là, on est comme ça, et puis voilà, moi c'était plutôt ça qui s'est passé. Voilà, c'est changer sa garde-robe si on trouve que ses habits sont trop ternes ou qui nous ressemblent pas assez. Et après c'est intérieur, donc c'est tout ce qui est la personnalité, donc c'est prendre le temps de se dire à soi-même les choses qu'on aime de soi, de sa personnalité, écouter, demander à sa famille ou ses amis de le redire et prendre plaisir à l'entendre, tu vois, vraiment se faire du bien à l'ego, quoi. Et l'amour de soi, pour moi, c'est aussi, tu vois, dans le quotidien, c'est ce que dans le milieu professionnel, j'appelle l'écologie personnelle. C'est le fait de, bah, quand je suis fatiguée, je dors. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai besoin de me faire un massage, je me fais faire un massage parce que j'ai envie d'être câlinée ou qu'on s'occupe de moi. C'est pas travailler tout le temps alors qu'en fait j'ai besoin de faire d'autres choses, de faire des activités perso. Donc c'est écouter ces choses-là et faire ce dont on sent qu'on a besoin, quoi, vraiment. Donc tout ça c'est le côté. Donc pour résumer, c'était identifier ce qu'on vient chercher à combler comme besoin dans le couple, puis essayer de se l'apporter à soi-même. Et moi, quand j'ai fait ça, je crois que c'est là que mon état émotionnel vis-à-vis de ça a changé, vis-à-vis du célibat, parce qu'en fait, petit à petit, on comble soi-même ses propres besoins et du coup, on passe de triste et désespéré à bon, bah en fait, ça va, je me sens bien. Oui, j'aimerais bien avoir une relation parce que j'aime bien les êtres humains, j'aime bien les relations, mais en fait, j'ai réussi à m'apporter tout ça à moi-même et je suis capable de tenir encore plusieurs mois, voire plusieurs années comme ça, c'est OK. Oui, et quand la personne vient, c'est un plus et c'est pas pour venir combler, ouais. Ouais. Ça, c'était un des gros trucs. Et après, j'en ai un autre, si tu veux. Et si je peux me permettre, avant que tu passes à l'autre, c'est parce que moi, ça m'a donné des frissons quand tu as parlé d'amour de soi. Et en finalité, enfin, je trouve ça super beau. Et je me suis même dit, quand tu parlais, que tu donnais des exemples et tout, ce que moi, j'apprends à faire maintenant, enfin, tu vois, après avoir, même si je suis en couple, parce qu'en fait, t'as beau être en couple, après, tu remarques aussi que si tu vas devoir travailler l'amour de soi à un moment donné, même juste de se toucher en conscience, en fait, tu vois. Parce qu'on parlait de contact humain, mais rien que de poser sa main sur une partie de son corps, tu ressens des sensations, en fait. Enfin bon, voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est vrai que
on part sur un sujet qui est beaucoup plus général. Évidemment, au-delà du statut qu'on peut avoir, au-delà de tout ça, pour revenir à soi. Et donc, je suis curieuse de connaître ton deuxième exemple. Ouais, et puis j'ai noté autre chose entre-temps, mais du coup qui est plus sur les relations. Justement, un travail que a priori on peut pas forcément faire quand on est célibataire et qu'on découvre que en relation. Mais du coup, je vais d'abord finir sur célibat. Euh, j'ai l'impression, bon, c'est à moitié une hypothèse, à moitié un truc que moi j'ai ressenti, mais j'ai l'impression que ce qui cause le fait qu'on se dit qu'il faut qu'on trouve quelqu'un et qu'on le trouve vite, c'est une forme d'état d'esprit de manque. L'état d'esprit de manque dans la vie sentimentale, c'est se dire par exemple, il y a très peu de personnes qui me plaisent et du coup quand on en trouve une, on se dit il faut pas que je la lâche parce que je vais trop galérer à en trouver une autre. Ça c'est un état d'esprit de manque. Un autre exemple, ça serait et ça c'est un copain à moi qui m'avait dit ça et je lui ai dit je suis pas d'accord avec toi et ça va pas se passer comme ça. Il me disait oui mais Isis quand même tu vas avoir 30 ans à un moment bah, le marché des personnes disponibles est réduit et à un moment statistiquement il y a plus personne quoi. Et ça fout la trouille parce que je pense que tous ceux qui regardent peut-être ce live, ils ont envie d'avoir un partenaire de vie, en gros. Ils ont pas envie d'être tout seuls toute leur vie. Ceux qui ont envie d'être tout seuls, a priori, ils ont pas de problème. Enfin, ils doivent être bien, quoi. Et du coup, ce genre de pensée, d'état d'esprit de manque, de se dire, il y a de la rareté, c'est compliqué, c'est dur. Pour moi, ça fait que renforcer le fait qu'on reste seul, parce que en plus, on va après, il y a le biais de confirmation dans psychologie qui dit que quand on a une croyance, on cherche des preuves qui viennent confirmer cette croyance. Ouais. Et moi, donc celle que moi j'ai le plus vécue, c'est il y a personne qui me plaît. Enfin, personne qui me plaît suffisamment. Et tu vois, je disais qu'avant, j'avais déjà refusé de continuer des relations parce qu'en fait, la personne ne me plaisait pas suffisamment. Et du coup, j'avais vraiment cette croyance. Et inconsciemment, au quotidien, je cherchais à la confirmer. Donc, même quand je regardais dans la rue, même quand je regardais les applis, je passais 400 personnes sur l'appli avant d'en trouver une. Tout ça, ça renforçait ma croyance et ça me rendait désespérée. Je me disais, c'est horrible, je vais forcément finir toute seule, je vais jamais réussir à trouver. Et donc, ce par quoi il faut le remplacer, à mon sens, c'est donc l'état d'esprit d'abondance, qui est l'opposé. Et c'est, en fait, c'est changer ses croyances et changer ses lunettes. C'est-à-dire sa façon de voir les choses. Donc, pour changer ses croyances, il faut réussir à envisager qu'une autre réalité que ce qu'on pense est possible, ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc, typiquement, au lieu de se dire, il y a personne qui me plaît, on peut se dire, bah, je vais jouer à un jeu. À partir de maintenant, je vais essayer de repérer toutes les personnes qui ont un petit charme ou juste des yeux que j'aime bien, juste, même si c'est pas tout, juste un petit truc. Et moi, à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à avoir plein de candidats potentiels que je voyais pas avant. C'est pas des personnes qui sont à 100% exactement, qui me plaisent à 100%, juste comme ça en les voyant dans la rue ou sur une photo. Bon, les photos sont compliquées, mais on va dire dans la rue. Mais c'est des personnes où j'arrivais à leur trouver quelque chose et donc j'ai commencé à rentrer dans cet état d'esprit de, en fait, il y a 7 milliards d'êtres humains fabuleux sur Terre, il y en a pour tout le monde. Il y a des gens, parfois je peux être surprise que des gens me plaisent alors que j'aurais jamais pensé justement juste sur une photo, parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a un peu le charisme, l'énergie que tu sens de la personne et puis enfin la personnalité bien sûr, etc. Et donc après vis-à-vis de l'autre exemple que j'ai donné qui est le marché se réduit, la pensée inverse c'est de se dire bah déjà il y a aussi le marché des divorcés. Oui, non, mais je pense à ça direct au début. Oui, évidemment. En fait, il y a le marché des divorcés, il y a le marché de tous les hommes je parle des hommes parce que moi du coup je suis hétéro, des hommes qui n'étaient pas prêts jusqu'à un certain âge et qui le deviennent, des personnes qui étaient toxiques avant et qui ne le sont plus, et donc peut-être tant mieux pour nous si on n'a pas été en rencontre avec ces personnes avant et qu'on les découvre qu'après et qu'effectivement elles n'étaient pas là pour nous avant mais elles le sont après et tant mieux. Et puis moi je pense aussi à en gros la génération de nos parents ou grands-parents qui finalement avaient quasiment tout le monde trouve des partenaires de vie. Je me dis puis bon ça c'est un petit peu horrible à dire mais parfois je vois des personnes que moi je trouve moches qui sont en couple et je me dis
Même eux, ils ont trouvé. Tout le monde peut trouver, tu vois, y compris moi. Il y a quelqu'un pour tout le monde. Et donc voilà, c'est une transformation des croyances. Et donc cette transformation des croyances, elle aide à, enfin voilà, l'idée c'est de avoir des croyances dans l'état d'esprit d'abondance et de se dire, non, pas de pression, pas de stress, pas de précipitation. Il y a du monde. Et après il y a aussi le bon moment, c'est-à-dire bon, après, moi, j'ai développé des croyances un peu plus spirituelles. Donc, je crois un peu dans le côté, les choses se passent au bon moment, au bon endroit pour moi. Enfin, au bon moment pour moi. Donc, ce qui se passe, c'est le truc que j'ai besoin de vivre maintenant, même si c'est pas le truc que je voulais. Et je crois un peu dans le fait que en traversant ces différents moments, à un moment, j'arrive au moment où c'est le moment de rencontrer quelqu'un. Et je peux pas savoir quand c'est, et ça demande un peu de la foi, de dire, bah voilà, j'accepte ce que je sais pas quand ce sera. En attendant, je vis ma vie et puis on verra. Et puis, je pense aussi à l'exemple de, peut-être plus pour les femmes, enfin, quoique, des enfants. Donc, pour celles qui en veulent, il y a un peu cette pression du temps. Donc, il y a aussi toutes les injonctions autour de ça, selon les modèles familiaux qu'on a eus. On peut se dire, il me faut mon premier enfant avant tel âge ou quoi. Ou on peut se dire, enfin voilà, on peut se dire, comme moi je me disais à 24 ans, c'est pas normal de pas avoir eu de relation longue à cet âge-là. J'aurais pu me dire, c'est pas normal de pas avoir eu mon premier enfant à 30 ans. Mais là aussi, c'est que une vision des choses. Et donc, de la même façon, moi, quand j'étais en voyage en Amérique latine, j'étais avec d'autres personnes qui voyageaient avec moi et j'ai rencontré plusieurs filles qui étaient plus âgées que moi, qui avaient 34, 37 ans et qui n'étaient ni en couple et donc ni avec enfants. Et j'ai un peu échangé avec elles pour voir leur point de vue, comment elles géraient ça. Donc bon, il y en avait une qui se posait pas la question. Il y en avait une qui m'a dit, bah, au bout d'un moment, je compte, comment on dit, congeler mes ovules. C'est ça qu'on dit? Ouais. C'est les ovocytes, du coup, je pense qu'ils congèlent. Mais ouais. Freeze my eggs. Elle me l'a dit en anglais. Et puis, j'ai fait un peu comme avec, il y a personne qui me plaît et où j'ai changé, j'ai dit maintenant je vais chercher les personnes qui me plaisent. J'ai fait pareil avec les femmes. J'ai commencé à chercher des modèles de femmes qui étaient proches de la quarantaine, on va dire, enfin plus de 35, sûr. Et j'ai cherché comme ça à entendre des histoires de personnes qui avaient réussi à avoir un premier enfant vers ces âges-là. Et l'exemple le plus que j'ai trouvé, c'est une personne qui l'a eu à 41 ans. Alors, elle l'a eu avec quelqu'un avec qui elle n'était pas en couple et qui n'a pas voulu rester dans la vie de l'enfant, mais elle, c'était important pour elle d'avoir un enfant et elle l'a eu à 41 ans. Et donc ça transforme la croyance que c'est pas possible du tout et ça soulage un peu. Puis après, pareil avec le côté spirituel, il y a le truc où je me dis, bah oui, je veux des enfants, mais bah, si j'en ai pas, peut-être que j'en aurai tout le chemin après, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je crois à ce genre de truc et je me dis bah ça me fera chier mais je vais peut-être le compenser par autre chose, peut-être que je vais ouvrir un orphelinat ou un truc pour les enfants et du coup en fait j'aurai plein d'enfants qui seront pas à moi mais qui seront où je vais m'en occuper. Enfin, je me dis bon, il y aura plein de possibilités, ouais. Voilà, ça me fera chier mais bon, tant pis. Tu vois. Je me dis c'est peut-être le chemin que je devais vivre, c'est comme ça. Mais t'as donné plein d'astuces, hein, du coup, même en partant, enfin, tu vois, d'un exemple, d'un sujet, t'as donné plein d'astuces derrière ça. Et justement, cette histoire donc de manque, bah, on pourrait la retrouver aussi quand on est en couple. Ah ben en fait, il faut absolument que mon mariage tienne. Bah alors là, si on est, tu vois, dans ce truc assez fermé, par peur de manquer ou quoi que ce soit, ben effectivement, alors on est aussi dans comme on dit, une énergie qui est bloquée, tu vois. Donc, je trouve ça super intéressant ce que tu as dit. Ça peut faire vraiment écho, je suppose, à plein de gens. Et ben, on va tout doucement clôturer. Du coup, en tout cas, moi, j'ai adoré ce live. Ça m'a fait penser à plein d'autres idées à continuer à développer. Je trouve que c'était déjà très complet. Franchement, merci beaucoup. S'il y a des questions, si vous regardez le live, n'hésitez pas.
Oui, Est-ce que dis-moi. tu peux ajouter juste le dernier truc auquel j'avais pensé? Ouais, bien sûr. Pardon, excuse-moi, c'est vrai que je t'ai même pas laissé après l'espace un petit Non, mais peu je sais, de… parce qu'après, je vois qu'il est 45, on va s'arrêter. Mais le dernier truc, quand je disais, c'est un truc que tu peux pas découvrir justement quand tu es célibataire, à mon sens, et tu peux le découvrir qu'en relation. Et ça fait le lien avec l'état d'esprit de manque, c'est plus la blessure d'abandon et le Mhm. style d'attachement anxieux, ou en fait n'importe quel style d'attachement. Donc, et je trouve, enfin moi en gros c'était mon cas. Enfin là je l'ai découvert ces derniers mois. J'ai découvert que j'avais un style d'attachement anxieux. Je m'en doutais mais j'avais pas pu vraiment le vérifier. Et du coup j'ai vécu l'anxiété. Et alors après j'arrivais à contrôler, on va dire, comment ça se traduisait dans la matière. C'est-à-dire qu'en fait je le vivais intérieurement mais ça se matérialisait pas beaucoup. À part le côté où beaucoup besoin de communication, beaucoup besoin d'entrer en communication avec l'autre si lui il vient pas. Et en fait, il se trouve que j'étais avec quelqu'un qui, de toute façon, était pas sûr de vouloir aller vers une construction de relation et qui, de toute façon, était pas prêt à s'engager. Et donc, c'est comme ça que ça a fini. C'est bizarre que ça ait duré aussi longtemps du fait qu'on était ces trucs opposés. Bref, mais du coup, ça s'est fini à cause de ça. Et je trouve que ça, bah, voilà, je suis contente d'avoir pu le faire émerger et je pouvais pas le faire émerger autrement qu'en étant. En plus, c'était bien d'être avec quelqu'un qui a peur de l'engagement parce que c'est là que ça le fait le plus émerger, quoi. Mhm. Donc maintenant, ben, c'est un truc où je peux rectifier le tir, où ça va être un nouveau travail de me dire, bah, comment est-ce que d'un côté, je travaille sur ce côté anxieux pour pas être, que ce soit pas être dans cette anxiété constante parce que c'est super désagréable. Et je pense que c'est pas super pour l'autre non plus. Et à côté, en même temps, aussi être dans le côté où peut-être être avec quelqu'un qui peut accepter un minimum cette partie de moi, comprendre que c'est un truc sur lequel je travaille. Dans la même idée qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être bien 100% avec soi-même avant de Ouais, et qu'on trouver quelqu'un. travaille toute la vie sur nous, ouais, clairement. Voilà, de se dire, je vais travailler, enfin, voilà, je vais continuer à travailler là-dessus, mais du coup, tu peux pas être avec, si t'as ça, tu peux pas être avec quelqu'un qui a peur de l'engagement, typiquement. C'est trop des extrêmes. Tu peux être avec quelqu'un qui est un peu plus sécure et qui va, ça sera pas le plus à l'aise pour lui, c'est pas là qu'il sera le plus à l'aise, mais il sera capable peut-être de l'accepter. Donc moi, enfin c'est comme ça que je vois, on va dire ma prochaine étape. Et tout ça pour dire que c'est là que on peut travailler sur soi en entrant dans des relations. Elles ont toujours quelque chose à nous apprendre, que ce soit découvrir son style d'attachement, aussi les schémas répétitifs. Je pense que c'est un mot qu'on entend beaucoup peut-être dans les Mhm. moi quand on a un style d'attachement anxieux ou quoi. Et tant qu'on casse pas le schéma, il continue de se reproduire. Donc là, moi, typiquement, je me suis dit, Totalement. je peux avoir une autre relation où il se passe autre chose qui se passe pas bien, mais il faut pas que ce soit la même chose. Là, on apprend, on change et on va vers autre chose. Mais ouais, mais en prendre conscience et travailler dessus, ça fait déjà beaucoup en fait, hein. Donc, mais merci beaucoup. Merci pour toutes ces infos, pour ce partage avec les exemples, tu vois, de tout ce que tu as vécu. Je trouve justement que c'est super chouette pour le comprendre ou même, tu vois, si d'autres personnes vont écouter le live, tu vois, ça permet quand même que ça soit plus illustré aussi. Donc, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à toi de m'avoir donné l'opportunité de parler de ces sujets-là. Mais avec grand plaisir. De toute façon, on reste en contact. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires ou vous pouvez venir nous parler en privé aussi, hein. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt. Bonne journée tout le monde. Salut, salut.